Alors, de retour dans Live and Let Live, avec ce soir notre invité d'honneur dans notre nouvelle formule, François Justamant, spécialiste James Bond. Bonsoir François, et spécialiste du doublage. Et notre invité de cette semaine est fan de James Bond à la base, surtout depuis qu'il a vu Vivre et laisser mourir. Et c'est Vivre et laisser mourir qui t'a ouvert la passion sur James Bond, François. Oui, oui, exactement. Oui. Alors, de retour dans l'île. On a un retour. Et tu as donc, après avoir vu Vivre et laisser mourir, tu as eu un coup de foot cinématographique pour cette saga. Et donc, tu as cofondé le club James Bond en 1990. Je vous coupe, je me permets. Il y a quelqu'un qui a son live avec son retour son. Non. Je pense que c'est François parce que personne ne l'avait jusqu'à présent. Ouais. Alors, oui, c'est moi. Ferme le live, sinon tu as ton propre retour. Ouais, ferme le live. Ouais. Ou coupe le son. Ou coupe le son, ouais. Là, c'est mieux. Voilà. Voilà. Super. Alors, on redémarre. Donc, donc, après avoir vu Vivre et laisser mourir, tu es devenu fan de James Bond. Oui. Explique-nous comment t'es venue l'idée de créer et comment tu l'as créé. Tu as cofondé le club James Bond en 1990. Exactement. Alors oui, en fait, donc moi je suis fan de James Bond depuis pardon, depuis Vivre et laisser mourir. Lapsus, pourquoi lapsus? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a amené à James Bond déjà? Je peux peut-être le dire. Oui. C'est que, étant gamin, je regardais à la télé des séries Le Saint et Amicalement Vôtre. Donc en fait, moi je ne connaissais pas du tout James Bond. Et un jour, je regarde les infos de France 3 à l'époque et je vois un extrait de Vivre et laisser mourir. Et moi je savais pas du tout qui était James Bond. Hein. Et je me dis, mais c'est Roger Moore que je vois à l'écran. Et en fait, voilà, je ne savais pas qui était vraiment James Bond. Pour moi, c'était peut-être le saint que je voyais dans ce film-là. Et donc, avec mon père, nous sommes allés au cinéma. Et c'est là que j'ai découvert les films de James Bond. Et grâce finalement à Roger Moore. Et donc, de fil en aiguille, donc ma passion a augmenté. Et en fait, en 87, il y a eu le livre Licence de tuer qui est sorti, un livre de Jean-Marc Palan. Absolument. Et c'est là qu'en fait j'ai appris, peut-être même 2 ans avant avec le livre sur les Bond Girls, je crois que c'était en 85. Donc j'ai appris qu'il y avait un club qui existait, dont il était le président. Et donc j'ai cherché à contacter Jean-Marc Palan. Alors ça n'a pas été une mince affaire. Et en 87, donc, je suis passé par les éditions Eddy qui m'ont mis en contact avec Jean-Marc. Là, j'ai eu différents contacts avec lui. Voilà, on a discuté de nos passions respectives. Parce que lui, en fait, est aussi fan de cinéma américain, etc. Et donc, Jean-Marc me disait que son club n'était plus tellement actif. Il n'était pas fermé, mais plus actif. Voilà, et puis de fil en aiguille, encore une fois, rien ne s'est vraiment passé. Et en 89, au moment de la sortie de Permis de tuer, je me suis dit, finalement, le club de Jean-Marc Palan n'est plus actif, autant peut-être essayer d'en faire un. Et là, j'ai eu des contacts avec différents fans, dont Jérôme Nico, Antoine Marin et Emmanuel Marin, pardon, et Antoine Sellier. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas fonder un nouveau club, voilà. Et donc, c'est là que on s'est réunis, on s'est dit, voilà, écoutez, on va faire ça, on va essayer de faire ça. Et donc, en mars 90, on a sorti notre premier numéro de Bond Mag, qui était donc un numéro, enfin, un petit peu sur l'actualité de Permis de tuer. Et voilà comment ça s'est fait. En tout cas, la création du club James Bond. Et 1 an après, Laurent Perriot nous a rejoints. Voilà. Et bon, après, voilà, les années se sont écoulées. Il y a eu des changements de personnes à la tête du club. Et voilà comment s'est créé en tout cas le club James Bond. D'accord.
D'accord, et donc en 97, tu as créé après le club 007. Ah oui. Alors explique-nous la transition. Bah oui, oui. Alors bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a eu un moment donné, on s'est dit entre membres, entre anciens membres du club James Bond, bon, le club nous satisfaisait plus vraiment. Voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et D'accord. puis là encore, création d'un nouveau club, alors avec toute une équipe cette fois, avec Didier et Julien Abosi, que je salue ce soir puisque Julien nous regarde. Voilà, Pierre Rodiac, qui en a assuré la présidence pendant On plusieurs années. salue Pierre, Voilà. si tu nous écoutes, comme dirait Michel Drucker. Pierre, si tu nous écoutes, Voilà. salut. Et puis d'autres camarades comme Olivier Lebaz, qui est toujours au club James Bond France, qui est le trésorier. Voilà, et d'autres personnes qui est venu aussi après. Et voilà, en fait, ce club, c'était plus un club, on faisait des newsletters, un magazine par an, mais c'était plus dans le but d'une certaine convivialité. On voulait en fait faire des réunions, faire des manifestations, on faisait des expos dans les cinémas, avec des copains, on assistait aux premières des films, mais bon, dans la foule à l'extérieur, bon voilà, pourquoi pas. José, Non, c'est bon, continuez. Voilà. Et donc le but de ce club, c'était en fait une convivialité qu'on ne trouvait plus dans l'ancien club. Enfin, ça, c'était notre point de vue. Hein. Voilà. Et voilà. Et puis après, quelques années ensuite, il y a eu une décision de rapprochement de clubs parce que c'est vrai que deux clubs sur le marché, c'était peut-être pas forcément adéquat. Et donc Luc, à ce moment-là, a proposé cette idée et puis il est devenu président de la fusion des deux clubs. Voilà. Donc, depuis, tu écris régulièrement dans le Bond Club, dans le Bond, le magazine du club, et notamment, tu écris des articles sur les jouets. Tu es passionné sur les jouets, sur les dérivés de James Bond. Oui, en fait, j'ai commencé à faire quelques articles sur les jouets. Bon, pour l'instant, j'ai un peu laissé cette thématique. Parce que en fait, bon, je suis collectionneur, bon, notamment comme José. Je sais que José a beaucoup de choses. Voilà, il en a certainement, je pense, même plus que moi. J'en sais rien. Merci. Et donc, voilà, donc j'avais cette connaissance de modèles réduits, de jouets, parce qu'il faut dire aussi que, alors si on remonte encore dans le passé, décidément, c'est la machine à remonter le temps ce soir, c'est que j'étais membre du James Bond British Fan Club en 87, en 87 pour la sortie de Tu n'es pas joué, et puis à peu près au même moment ou l'année suivante, je suis devenu membre du James Bond Collectors Club, donc qui est un club de collectionneurs, et donc grâce à ce club et à sa revue, j'avais beaucoup de matière pour faire des articles, même si j'avais pas tous les objets personnellement. Voilà, donc voilà, ça m'a permis d'avoir de la matière pour pouvoir faire des articles, notamment pour le club actuel français que l'on connaît. Voilà. Et puis voilà, et puis bon, après je fais aussi des articles sur d'autres sujets selon mon envie. Voilà, j'ai fait un peu sur la musique, je continue sur la musique, bon, bien sûr le doublage, parce que bon, je connais aussi un peu ce domaine. Et voilà. Justement, le doublage, on en parlera en 2012. Alors, je te fais ta bio. Hein, je vois ça. En 2012, tu co-signes avec Frédéric Valmont. Il se rappelle pas, donc tu peux lui redire. Il vaut mieux une bio qu'une nécro, on remarque. Tant qu'à faire. Non, mais je ne suis pas commandeur de la Royal Navy, de loin de là. Donc, tu co-signes avec Frédéric Valmont en 2012 le livre Les interprètes de James Bond. C'est celui-ci, là, pour info. Alors, c'est celui-ci. Alors, juste une info, c'est que... En quelle année, ça? 2012. Ça, c'était pour la sortie
Attendez, vous voyez comme ça ou pas? Oui. Oui. C'est bon. Oui. Ça, c'était pour les 50 ans, quoi. C'était pour la sortie de Skyfall. De Skyfall, Skyfall. hein, exactement. Ouais. Et donc, vous voyez, en fait, un petit peu bon, c'était un livre classique, hein, sans thématique spéciale, hein. Bon, la seule petite originalité, vous voyez, c'est qu'en fait, enfin, j'avais fait un, un chapitre sur les voix françaises. Vous voyez, Ah, c'est intéressant ça. de James Bond. Voilà, c'est un petit peu l'originalité du livre. Bon, après, malheureusement, alors, les éditions Didier Carpentier et la collection Star de l'écran, c'était une bonne collection parce qu'en fait, ils ont fait des livres sur les stars anciennes comme Errol Flynn, comme Burt Lancaster, comme Paul Newman, Sean Connery. Et donc, moi, à chaque livre, je faisais à la fin un chapitre sur les voix françaises de ces stars. Donc c'était un petit peu original. Voilà, en général les livres de cinéma ne parlent pas des doublages, hein. Et malheureusement, les éditions Didier Carpentier ont mis la clé sous la porte et voilà. Donc en fait, ça s'est terminé. Donc, de ce fait, comment es-tu arrivé à t'intéresser au doublage? Alors, en fait, mon intérêt pour le doublage remonte un petit peu à mon intérêt pour James Bond. Ça m'a tous rejoint. Comme je disais tout à l'heure, donc j'ai connu James Bond par des séries comme Le Saint ou Amicalement Vôtre, et je me suis intéressé en fait à la voix de Roger Moore. Voilà. C'est comme ça que ça a débuté. Voilà. Et j'étais intrigué par cette voix. Bon, déjà quand on est gamin, on comprend pas tellement le fait que l'acteur à l'écran qu'il est étranger, enfin qu'il peut parler une autre langue que la nôtre. Voilà, c'est un phénomène un peu mystérieux. À un moment donné, j'ai compris que l'acteur était anglais, ça j'ai compris, mais qu'il parlait français, voilà, ça m'intriguait. Donc voilà, de fil en aiguille, c'était le doublage. Et Ah, Ah. on a un petit bug du côté de François. j'ai suivi la carrière. On l'entend plus. Non. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Là, on t'entend. on t'entend. L'image a frisé, mais on t'entend. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. C'est bon, c'est reparti. Ah d'accord. Voilà, il y avait peut-être un problème de connexion. Là, vous m'entendez toujours ou C'est pas? bon, c'est nickel. Oui, c'est bon. Tu peux continuer. Vas-y. Voilà, donc en fait, voilà, mon intérêt pour le doublage est, comme je disais, On t'a reperdu. Oui. Alors, on a reperdu François. Ah, François, t'es de retour. T'es de retour. Il va falloir qu'on te double, François. Ah, Vas-y, tu peux continuer. Excusez, un petit problème technique. Vas-y. alors, je crois que la bande passante du réseau est faible, l'écran. ouais. Vive Vas-y, France Télécom. On appellera France Télécom après. Donc, du coup, c'est en t'intéressant à la voix de Roger Moore que tu as commencé à t'intéresser au doublage, si on comprend bien. Et Oui. donc, du coup, comment as-tu développé cette passion? Alors, cette passion, en fait, bon, je l'ai nourrie dans mon coin pendant des années. Et j'ai eu un déclic en assistant à une séance d'enregistrement, donc de doublage bien sûr. Et c'était justement dans le cadre du club 007, du double 07. Nous avons eu la chance d'assister au doublage de Demain ne meurt jamais et d'en faire un reportage pour le journal du club qui s'appelait Bon Info.
Et voilà, donc là, il y a eu comme ce déclic. C'est assez. Quand on n'assiste pas pour la première fois à un doublage, on ne peut pas se rendre compte vraiment. Qu'en fait, là, vous voyez les personnes qui sont devant vous, qui interprètent les stars de l'écran, et bon, qui parlent à leur place, en fait. Voilà. Et il y a une espèce d'alchimie, il y a un phénomène mystérieux qu'en fait, finalement, l'acteur qui parle en français à l'écran, ce n'est plus l'acteur américain ou anglais, et ce n'est pas non plus l'acteur français. C'est une sorte d'hybride, c'est un hybride entre les deux. Et c'est assez. Le doublage, il y a quelque chose de mystérieux, je dirais quand même. Et voilà, donc il y a eu ce déclic par rapport à ce doublage-là. Par la suite, on a aussi assisté 2 ans après au doublage du Monde ne suffit pas. Et parallèlement, j'ai assisté à d'autres doublages. Alors, je rêvais de rencontrer l'acteur qui doublait Sean Connery. Alors, Sean Connery, pas dans les bandes, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais Sean Connery dans Jamais plus jamais, par exemple. Voilà. Donc, c'était Jean-Claude Michel, c'était un grand du doublage. Et donc, je rêvais de le voir travailler sur Sean Connery. Donc, j'ai eu la chance d'assister au doublage de Haute Voltige. Donc, Alors, vous m'entendez ou pas ça, oui. La bande passante Alors, c'est mieux. justement, François. Non, c'est justement. Justement, si je peux m'exprimer ainsi. Justement, sur le doublage, j'avais une question, du coup, Patrice m'a coupé. Je ne l'ai plus, excusez-moi. François, celui qui double dans Jamais plus jamais, c'est bien aussi celui qui fait la Zenby dans. Oui. Il nous entend plus? Je crois qu'il t'entend pas. Mais Patrice, tu as raison. C'est bon, c'est bon. Alors, on revient à ta question. Non, vas-y, Patrice, à toi. Oui, celui qui a doublé dans Jamais plus jamais en français, c'est bien aussi le même pour la Zenby. Exactement. Oui. Exactement. Juste... En fait, pour la petite histoire. Comment il s'appelle déjà? Jean-Claude Michel. D'accord. Voilà. Alors, pour la petite histoire, en fait, si on remonte à Dr No, donc tous les Bonds avec Sean Connery dans les années 60 étaient doublés par le même acteur, donc qui s'appelait Jean-Pierre Duclos. Et à savoir que déjà pour Dr No, au niveau du choix de l'interprète, donc du casting, on peut dire ça comme ça, ils avaient hésité entre Jean-Claude Michel et Jean-Pierre Duclos. Bon, finalement, ils ont pris Jean-Pierre Duclos, qui avait une voix moins grave, un peu plus suave, un peu plus élégante, c'est pas le mot, mais bon, une voix un peu différente. Donc ils l'ont gardé, donc de Dr No au Diamant sont éternels. Et voilà. Et après, d'ailleurs, Jean-Pierre Duclos a changé de métier. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que toujours dans les années 60, Jean-Claude Michel doublait aussi Sean Connery. Par exemple, dans La colline des hommes perdus, Jean-Claude Michel. Dans Marnie, je crois que c'est, je sais plus, je crois que c'est Michel, mais Duclos le faisait aussi dans d'autres films. Enfin, il y avait un peu une tantôt on prenait l'un, tantôt on prenait l'autre, quoi. Donc voilà. Et puis après, au niveau d'Au service secret de Sa Majesté, bon, ils ne se sont pas trop cassé la tête. Hein. Ils se sont dit quelle est la belle voix grave qui double toutes les stars. De Charlton Heston etc. Bon, on va prendre Jean-Claude Michel. Et puis après, quand Jean-Pierre Duclos a changé de métier en 72, parce que un des derniers films qu'il a doublé, c'était James Coburn, qui faisait James Coburn aussi. Je crois qu'il était une fois la Révolution. Il a arrêté peu de temps après. Et là, à ce moment-là, on a fait appel à Jean-Claude Michel pour doubler tous les Sean Connery. Enfin, à quelques exceptions près, toujours. Quoi. Voilà. Damien, tu as une question? Oui, François, bonsoir. Et du coup, j'ai 2 questions à te poser parce qu'on a eu, il y a 15 jours, 3 semaines, on a eu Laurent sur le live et on a eu un petit débat sur le doublage de Timothy Dalton.
parce qu'en fait, il y avait des gens sur le live qui n'étaient pas d'accord. Donc, maintenant qu'on a un spécialiste du doublage, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question. Pourquoi, du coup, c'est pas Edgar Givry qui a doublé Timothy Dalton sur Permis de tuer et que ça a été Guy Chapelier. Alors, est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que toi, tu as la réponse puisque tu es notre spécialiste? Oui. Alors, déjà, en fait, bon, c'est gentil de m'appeler spécialiste, mais enfin, j'aime pas trop ce mot-là parce que bon, on trouve toujours des gens qui connaissent plus que vous. Et bon, moi, je préfère en fait être considéré comme un amateur, disons éclairé, qu'un véritable spécialiste. Hein. Bon, je suis un fan et j'essaye de faire les choses enfin, le mieux que je peux, sérieusement, mais bon, voilà. Bon, voilà, ça c'était juste en aparté. Alors, donc pour les voix, ouais. Alors pour les voix, ce qui s'est passé, c'est que la direction artistique des Bonds de 1973, Vivre et laisser mourir, à 1987, Tu n'es pas joué, a été faite par la même personne. Voilà. Donc c'est en fait la direction artistique que je vous résume, c'est une personne qui est soit comédien déjà, soit dans la technique, qui dirige les acteurs au doublage. Et ce monsieur, donc qui s'appelait Roger Rudel, qui était lui-même un comédien et une très célèbre voix de doublage, puisque en fait c'était la voix de Kirk Douglas, la voix française de Kirk Douglas, c'était la voix de Artemus Gordon dans Les Mystères de l'Ouest. Enfin bon, il a fait plein de choses. Et donc ce Roger Rudel donc dirigeait les Bonds. Donc voilà. Et en 87, bon, d'après ce qu'on m'a dit de sources quasi sûres, hein, c'est que bon, Roger Rudel a choisi Edgar Givry. Voilà, ça c'est une chose. Et en 89, bon, il semblerait que les deux personnes ont demandé un cachet supplémentaire, enfin plus élevé, on va dire. Et donc le distributeur de l'époque, qui était encore IP, donc United International Pictures, qui distribuait les Bonds, a dit non. Voilà, non, niet. En fait, voilà, c'était peut-être sur le pour dire voilà, personne n'est indispensable, tout le monde est interchangeable, même si c'est pas vrai. Bon voilà. Et donc du coup, Roger Rudel a sauté. Voilà, ils l'ont remplacé par Bruno Less, qui était un ancien monteur et qui avait fondé sa société de doublage. Et Bruno Less a casté Guy Chapelier, qui pour moi n'était pas le meilleur choix possible, parce que je pense qu'il remplit pas le personnage. Même autant Guy Chapelier est un bon comédien, sur Scott Bakula dans Code Quantum, il est très bien, dans plein d'autres rôles, il est bien, mais sur Dalton, il le remplit pas. Tu préfères Edgar Givry que Guy Chapelier? Ah, nettement, oui. Ah ouais, Ah oui. On en discute assez souvent entre modos et on est au moins deux à penser qu'Edgar Givry avait une voix un petit peu, pas efféminée, mais un peu délicate pour jouer Bond. Bah, disons, après, bon, enfin, tu sais, tous les goûts sont dans la nature, hein, voilà. Je ne vais pas dire que j'ai le choix ultime, mais je pense que Givry apporte une touche plus élégante à Dalton que Chapelier. Voilà, peut-être plus. Je dis pas qu'il a voulu faire plus british, mais non, je pense que c'est mieux. Voilà. Après d'ailleurs, dans les films qui ne sont pas les Bonds, à peu près à la même époque, et même encore maintenant, je crois qu'on a gardé Edgar Givry. Et heureusement que Givry n'était pas givré. Et Chapelier était fou. Oui, alors Givry et Chapelier, c'était. Mais moi, je rejoins François sur la voix. Je préfère aussi largement Givry. Moi, je trouve qu'il est plus juste dans son interprétation. J'irai pas parler de justesse de jeu. Je me permettrai pas. Non, vraiment, pour moi, c'est le côté virilité qui est un peu atteinte. Ouais, bon, mais le souci, c'est que toi, je trouve aussi qu'il a une voix un petit peu trop minée.
Oui, mais Dominique, je pense que toi aussi, tu n'es pas objectif du fait que tu n'aimes déjà pas Dalton. Mais non, je veux l'aider, Dalton. Je veux l'aider, Dalton, parce que je trouve que voilà, il convient pas. Alors, en plus, si on lui met quelqu'un qui a une voix moi qui n'ai rien contre Dalton, je trouve que la voix d'Edgar Vivry fait trop miné, trop jeune, trop gamin, trop puceau, voilà, quelque part. Moi, je suis pas d'accord. Le mot est lâché. Moi, je la trouve très classe, la voix d'Alton dont tu n'es pas joué. Non, c'est pas la voix d'Alton, justement. Oui, Damien, t'as compris. Edgar Givry, la voix Edgar Givry. Moi, j'ai encore une petite question parce que quand j'étais jeune, on me disait toujours que j'avais un physique de radio et une voix de presse écrite. Donc, c'est fini, ça c'était avant. Hein. Non, mais comprends bien la phrase, Patrice, et tu vas vite comprendre. Donc, du coup, j'avais une question. Est-ce qu'il faut être obligatoirement comédien pour faire du doublage? Non, charcutier traiteur. Ouais, parce qu'en fait, moi, ça m'aurait vraiment plu, tu vois, de faire du doublage. On m'a toujours dit que moi, j'avais une voix à faire des dessins animés. Alors, je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais on me l'a dit pendant des années. Et du coup, est-ce qu'il faut être obligatoirement comédien? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, oui, c'est indispensable. Hein. Il faut être comédien. Je dirais même que mieux l'expérience de comédien est au théâtre ou dans d'autres disciplines, et mieux le travail au doublage va s'en ressentir, quoi. Parce que maintenant, il peut arriver que des jeunes comédiens qui sortent des cours veulent faire du doublage. Voilà, ils y arrivent sans doute. Hein, au niveau de la technique, ça s'apprend. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Mais ils n'ont pas forcément un background au théâtre. Et là, le jeu peut être quand même très limité, quoi. Voilà. Oui, je comprends. Et quelqu'un qui fait du doublage, alors on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est bien payé. Et parce que tu veux te recycler, Damien? Non, mais tu sais, pour arrondir les fins de mois. Non, mais en fait, disons que parce que Edgar Givry, donc du coup, si on comprend bien, tu confirmes bien ce que disait Laurent il y a 15 jours, 3 semaines, sur le fait qu'il n'avait pas été prolongé pour une question d'argent. Donc, est-ce que c'est bien payé? Est-ce que les acteurs sont… Combien de temps ça dure pour doubler, par exemple, un film comme No Time to Die? Combien de temps ils y ont passé? Enfin, voilà, est-ce que tu peux un peu… Parce que c'est un univers que nous, on ne connaît pas. Alors, oui, bien sûr. Alors, donc les comédiens sont payés au tarif syndical à la ligne. Donc une ligne, vous imaginez ce que ça peut être, hein, une phrase de 30 caractères. Donc ils sont payés 6 € la ligne. Voilà. Donc il y a quand même un forfait minimum quand vous vous déplacez en studio. Même si vous n'avez qu'une ligne à dire, vous n'allez pas être payé 6 €. Il y a un forfait. Alors, j'ai plus en tête, c'est peut-être… 100 €, enfin je ne sais plus exactement, non, je raconte des bêtises, c'est pas tant que ça en fait, c'est 60 €, je sais plus enfin exactement les tarifs syndicaux. Il ne faut pas venir pour 6 € quoi. Oui, voilà. Orléans-Paris, ça fait déjà 20 €, c'est voilà. Non, ouais, donc il y a un forfait. Ensuite, après, le syndicat, enfin, la réglementation syndicale, et la convention dit que voilà, 6 € la ligne, après 10 lignes, 50 lignes, enfin, etc. Un grand rôle, 100 lignes, on peut considérer que c'est un grand rôle. Et vous imaginez, 100 lignes à 6 €, ça fait 600 €. C'est quand même pas la grande richesse. Mais les comédiens, en fait, ils enchaînent enfin, les doublages. Enfin, quand il y a du travail, bon, là, la période du Covid, quand il y a eu quand même plus qu'un ralentissement, une interruption. Mais sinon, ce qui peut se passer aussi, c'est quand vous êtes la voix attitrée d'un acteur, on pourra en citer aussi tout à l'heure, là, en fait, il y a ce qu'on appelle une négociation au gré à gré. C'est-à-dire qu'en fait, mettons que le grand rôle fasse 100 lignes, 200 lignes, tout dépend si c'est un film bavard. Voilà, le comédien va pas être payé 600 € ou 1200 € ou plus. Et donc là, il y a un accord, enfin un gré à gré. Ça se fait, comme je vous disais, pour les personnes, les comédiens qui doublent des stars. Alors, il y avait, on pourra le citer, Patrick Poivet qui vient de nous hier, qui doublait Bruce Willis. Bon, il y en a d'autres.
Et donc là, à ce moment-là, c'est plus les mêmes tarifs. Et là, ça peut être, par exemple, un enregistrement se fait à peu près en 5 jours, un doublage se fait en 4-5 jours. L'acteur star peut gagner jusqu'à, mettons, on va dire, 10 000 euros. 10, 15 000 euros. Ça veut dire que, par exemple, Eric Herson Macarel, pour me prouver que j'ai un peu travaillé mon sujet. On voit que tu as ton post-it pour te rappeler. C'est ça. C'est pas facile à dire. Eric Herson Macarel, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, pour le doublage de Notam Tuac, c'est qui? Et a priori, tu dis qu'il aurait gagné à peu près 10 000 euros pour 5 jours de doublage, en gros, si je suis à peu près ton raisonnement. Alors oui, je pense. Alors pour lui en particulier, je sais pas trop s'il demande toujours le tarif syndical, mais je crois pas. Il doit être au gré à gré parce qu'il suit Daniel Craig depuis Casino Royale. Il me suit dans tous ses films hors Bond. Donc et en plus, Craig fait souvent des films de style blockbuster, donc enfin il y a de l'argent. Et oui, je pense que voilà, je dirais pas forcément de grosses bêtises si je disais qu'il est à peu près dans ces eaux-là. Donc, et par exemple, quand ils sont payés pour… Excuse-moi, quand ils font la bande-annonce… Tu n'es obsédé que par l'argent, Damien, c'est pas possible. Et je suis vénal, que veux-tu? Je pense qu'il a un problème d'argent, en fait. Plaisanterie mise à part, on va laisser de côté le côté financier, qui peut être intéressant, mais qui n'est pas le nerf de la guerre. Donc, tu confirmes qu'au moment où on parle, donc No Time to Die a déjà été doublé. Je peux pas le dire. Sinon, il va nous tuer. La réponse, elle est simple. Soit il est toujours à l'état de bobine, soit il a déjà été doublé. Donc, il est prêt à être. C'est une des deux. Donc il est, au moment où on parle, il est déjà prêt à sortir. Est-ce que tu as vu le film en français? Je peux pas le dire. C'est doublé combien de temps à l'avance, le film? Parce que 3 ans avant, Damien, 3 ans avant. On s'arrête, on posera les questions après. On va faire une petite pause et on fait une rallonge de l'émission parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et on a encore beaucoup de choses à vous montrer. À tout de suite dans Live and Let Live.